les actions, les technologies qui sont utilisées sont respectueuses de l'environnement? Est-ce que ce développement sectoriel prend suffisamment en compte l'homme au centre des préoccupations? On répond donc à toutes ces questions. Et puis, il faut comprendre une chose, c'est que toutes les décisions qui doivent être prises doivent obéir à une certaine gouvernance. Nous avons, plusieurs centres de décision, mais qui doivent tenir compte des différents acteurs qui doivent être associés au processus décisionnel. Et par la suite, il y a d'autres hiérarchies, d'autres articulations qui nous permettent d'évaluer les actions que nous avons adoptées dans le cadre de leur mise en œuvre. Mais il faut travailler selon la méthodologie qui sera arrêtée. Prenons l'exemple de la forêt. Comment assurer la durabilité de la forêt? Bien, d'abord, il faudrait une politique qui permet une exploitation rationnelle de la ressource avec la possibilité de renouvellement, c'est-à-dire une exploitation qui n'empiète pas sur la possibilité de régénération de la forêt. Alors, on vérifie si cette politique est en vigueur. On dit oui, elle est en vigueur. Bon, alors, est-ce que les activités économiques sont suffisamment développées? Quels sont les freins à ce développement? Est-ce que la technologie est au rendez-vous? Oui, non, bien. Quel type de technologie il faudrait que nous puissions appliquer pour assurer encore une meilleure gestion de la ressource? Est-ce que le statut des hommes qui travaillent dans la foresterie est bon? On regarde, oui, est-ce que ce statut respecte les lois du pays, les lois sociales, et ainsi de suite? Oui, non. Sinon, il faut améliorer les dispositions qui doivent permettre d'atteindre le bien-être pour ces hommes, pour ces acteurs, et ainsi de suite. Puis, tout cela ne peut pas se faire de manière isolée. Il va falloir voir les implications des autres secteurs dans l'activité forestière. Est-ce qu'on peut exploiter une forêt sans route, sans voie de communication? Non. Donc il y a une interrelation avec les transports. Et nous regardons quelles sont les possibilités de transport qui nous permettent d'accéder à telle forêt et la mettre en valeur. Quel type de produit pourrait être transporté sur de telles voies? Et ainsi de suite. Donc il faut pousser les choses jusqu'à l'optimisation des potentialités parce que on ne pourra pas développer l'industrie minière s'il n'y a pas de voie ferrée. Tout à fait, sûr. Il n'y a pas un autre moyen pour transporter les minéraux ou les produits qui arrivent de l'exploitation vers les centres de consommation ou d'exportation. Donc il faut des routes, il faut des voies ferrées, il faut des voies fluviales. Et tout cela doit fonctionner harmonieusement. Et il faut, bien sûr, ordonner les priorités. Savoir, on commence par quoi? Bien sûr, pour exploiter les mines, il faut identifier les potentialités. Est-ce qu'elles existent? On ne va pas faire un chemin de fer dans le vide. Il faut que ce chemin de fer serve à quelque chose. Donc, on connaît le potentiel des ressources naturelles. On peut planifier la mise en place des infrastructures de base et savoir à quel moment on va exploiter, on va commencer à valoriser cette exploitation de ressources, plutôt des ressources minières. On était sur la forêt, oui, vous allez sur... Il y a d'autres exemples. On reviendra absolument. On reviendra absolument. Jean-Pierre, on voit bien que le concept encore... Allez-y. Ensuite, est-ce que nous pouvons avoir une industrie minière si nous n'avons pas de personnel qualifié? Tout à fait. Ça veut dire ceci, qu'il faut déjà planifier la formation du personnel qui va travailler là-bas. Donc, en même temps qu'on construit les chemins de fer, on prépare le personnel qui travaillera dans les mines, dans les industries à haute technologie. Et puis, comment on va nourrir
tous ces gens qui travaillent dans des zones isolées. Donc il faut planifier tout cela à l'avance. Et l'habitat. Et quel type d'habitat? Il faut aller vers l'habitat écologique. On va voir la position de M. Mokoko. Justement, Lucien, lorsqu'on voit le détaillement, ce que le ministre Henri Ndiomo nous dit, ça nous ramène un peu à la planification. Exactement. Parce que la planification assure la cohérence, entre les démarches sectorielles pour justement ordonner ses priorités et savoir exactement par où on commence et par où on finit. Et c'est ça, maîtriser l'avenir. Oui, Monsieur le ministre, nous étions donc avec Raphaël Mokoko. Donc, il y a eu, je parlais des GRAP, vous avez vous-même parlé de l'élaboration du plan national de 2012-2016, qui est une planification à court terme, bien sûr, mais il y a que les GRAP répondent un peu comme à cette préoccupation de planification à ce niveau-là. Naturellement. Permettez que je revienne un peu en arrière pour parler de la responsabilisation en matière d'environnement. La responsabilité, elle est au niveau individuel. Elle est au niveau des pouvoirs publics, mais également au niveau des organisations de la société civile. Chacun à son niveau doit s'impliquer. Et le tout mis ensemble, nous aurons, comme on dit, un cercle parfait de nos actions pour respecter les lois de la nature. Et là où les lois de la nature ne sont pas respectées, naturellement, comme on le dit, la nature, elle va nous imposer sa loi et nous allons la subir. Et là où on n'a pas respecté, on la subit. Et donc, ces principes de l'environnement, Monsieur le ministre, donc vous les intégrez dans les politiques sectorielles, dans les politiques de planification. Nous les intégrons comme étant des contraintes serrées, des contraintes majeures dans les plans de développement. Alors, puisque vous parlez des GRAP, évidemment, la GRAP d'activité, la GRAP de projet, elle est en trois. Elle est en trois segments. Et à l'intérieur, vous avez un ensemble d'activités qui couvrent les différents secteurs. Le ministre a parlé des transports, de l'exploitation, de la transformation, de la formation, parce que nous nous informons, nous formons, mais également nous devons donner l'information. Tout à fait. Nous nous informons, mais cette information, il faut que nous formons. Il faut que nous donnions également l'information pour que chacun, au niveau où il est, se sente responsable de cet environnement qu'il faut absolument préserver. Alors, ce regroupement d'activités par segment pour accompagner une activité principale, évidemment, appelle énormément d'analyse, d'études, appelons la stratégie dans tel secteur, les actions dans tel autre secteur, et le tout mis ensemble, nous avons là un pôle de développement, un axe de développement, qu'il soit global, qu'il soit sectoriel. Et ça, c'est très, très important, mais toujours en tenant compte de la préservation de la nature. La préservation de la nature est au premier, parce que lorsque nous avons fait une planification qui ne tient pas compte de cet aspect de développement durable, il va s'arrêter parce que les mêmes problèmes vont causer les mêmes effets demain. Et si ça cause les mêmes effets sont causés demain, cela veut dire en deux termes que ce que nous avons fait aujourd'hui n'avait aucun sens. C'est pour cela il faut que chacun s'invite à la table de développement en tenant compte non seulement des lois économiques, mais aujourd'hui, c'est un peu la nouveauté. On parle de la géomatique, donc cette géographie à l'intérieur de laquelle il y a... Voilà, exactement. Mais c'est pour avoir une meilleure information scientifique des événements de la Terre, des événements du sol, du sous-sol, de tout ce qui est sur le sol, de façon à ce que les décisions de nature publique soient conséquentes et soient en cohérence avec la nature des données. Et de telle manière, elles seront bonnes si elles sont bien appliquées. Voilà un peu... tout à fait. Donc, la planification, elle est à court et moyen terme, mais elle est également à long terme. Parce que les générations futures, comment les préserver? Les jours prochains, qu'est-ce qu'on nous en faire? Oui, vous avez construit une belle maison et qui disparaît du fait du non-respect de la loi de la nature. Oui, Lucien. Oui, Jean-Pierre. Donc, les deux ministres donnent corps, effectivement, à cette notion de développement durable. On commence à voir se dessiner progressivement la stratégie et la politique, effectivement, du développement durable dans notre pays. Alors, je voudrais savoir, madame, vous qui êtes représentant de la société civile, si cette méthodologie, donc,
expliqué par Monsieur le ministre, par notre l'expert, expert, voilà. par l'expert, Et et reconforté par les ministres. Si effectivement cette méthode panéliste, elle vous plaît, quel est votre point de vue? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre méthode? Bien. À ce niveau-là. Le micro, madame. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que dans la société civile, on dit toujours c'est un panier à crabes. Il y a tout et rien. Bien. On y trouve, je veux dire, les organisations de l'Église. Tout à fait. Voilà. Nous qui sommes des professionnels, justement, de l'appui et l'accompagnement des acteurs économiques. Il y a ceux qui font du bénévolat là-dedans. C'est vraiment de tout. Si effectivement on se retrouve sur une plateforme où effectivement l'État, nous, le secteur privé se trouve, c'est que déjà cette approche devrait être bien expliquée. Parce que parfois on tombe comme ça par hasard, on se pose la question, mais panéliste c'est quoi? C'est comment? Voilà. Hein, on est habitué à l'église, tout d'un coup on parle de panel. Voilà. Voilà. Et après, ben, ça crée des quiproquos quand on arrive dans la salle. Je pense, messieurs les ministres, la moindre des choses déjà, c'est qu'il faut qu'il y ait pas des formations, mais qu'il y ait des espaces où, de façon continue, quand un concept comme ça arrive, il faut bien l'expliquer. Le vulgariser. Vulgariser. C'est tombé comme ça, panel. On commence à parler de panel. C'est vrai qu'il faut qu'on soit curieux. Bien sûr. Mais, vous savez, tout le monde n'est pas curieux. Et je pense qu'il y a un premier maillon qui a sauté là, qui n'est pas là. Voilà. Vous en parlez avec beaucoup d'aisance, etc. Mais cette émission, madame, excusez-moi. Voilà. Justement, Voilà. c'est là où il y a le problème. C'est le problème. Le problème qui se pose, sûr. c'est Voilà. de la formation, la cohésion même de la société De civile. la à ce société niveau-là. civile, parce que la société civile est plurielle. Je vous assure. Et elle doit s'approprier justement Mais les enjeux justement. les enjeux Alors, du développement si durable. l'État qui facilite ne doit pas aussi aller faciliter là-bas pour que ce panier à crabes-là travaille de façon cohérente, qu'on on soit organisé, etc., qui est les moyens aussi de notre politique qu'on n'a pas toujours et que vous ne donnez pas toujours, qu'on ne nous attribue pas. Pourquoi? Parce que, oh non, la société civile, vous savez... Elle n'est pas encore responsable. pas responsable. Elle Et n'existe déjà, Elle on n'est se pas dit très toujours, formée. mais Voilà. pour former, Mais voilà. est-ce qu'il n'y a pas, Et on leur fait pas confiance. il n'y a pas une vérité entre nous, soit dit, lorsqu'il s'agit d'aborder des grands enjeux de développement durable, à ce niveau-là, quand même, vous-même, vous seriez les premiers à être interpellés, société civile. Mais- Qui déléguait à ce niveau-là? Mais justement, vous connaissez l'ordinateur. Si vous ne paramétrez pas bien l'ordinateur, L'ordinateur ne je sert à vous rien. assure, vous aurez beau faire, rien ne passera. C'est une machine. C'est une machine. Voilà. Je veux dire qu'il faut à un moment donné, qu'il y ait des mécanismes, des incitations qui font que cette société civile fonctionne, soit cohérente. Et je pense que c'est le rôle de l'État d'y arriver quand même. C'est-à-dire qu'il y a un préalable qui manque souvent. Et voilà, c'est une affaire d'éducation, de sensibilisation, de vulgarisation d'un certain nombre de choses. Et du coup, on se sent société civile et on sait quel est notre rôle. Et à partir de là, on peut commencer à jouer notre rôle là où nous sommes. Parce que tout est balisé, tout est vraiment, voilà, on le sait. Mais madame, Mais ça manque permettez-moi une Oui. question. Vous nous parlez de la société civile. Est-ce que vous saurez la définir avec précision? Dans un débat comme celui-ci sur le développement durable, qui seraient les responsables à la table de négociation? Voilà. Bien. Tout système doit être organisé, structuré. Ben, la société civile, à l'heure actuelle, je vous assure qu'on parle encore de structuration. La dernière fois, j'étais avec la FAO, qui vient de mettre en place un cadre de programmation pays. Et je pense qu'au niveau de Rome, quand la FAO Congo a été retenue pour démarrer son programme, c'est parce qu'on a parlé d'une société civile qu'il fallait bien, du moins, organiser, structurer, pour qu'elle soit capable, parce que c'est un problème de capacitation. Ça manque. Monsieur le ministre, ça manque. Alors, monsieur, Je vous l'expert, assure. oui, l'expert. Jean Macoumba. Voilà, je vais dire quelque chose en direction de Madame Ombe, qui représente bien heureusement aujourd'hui la société civile.
Vous avez dit une chose qui m'interpelle. On a parfois, ou encore, je dirais même vous, la société civile, les organisations, il y a peut-être le sentiment chez vous que le mot stratégie, je ne parle pas de stratégie de développement durable, non, la stratégie. Voilà. On a l'impression que pour vous, ce mot, il appartient soit aux entreprises, soit à un ministère. Aux initiés. Mais moi, je peux vous avouer, j'ai une curiosité, je n'en parlerai pas ici. J'ai discuté parfois avec des associations, ONG, et je demande, curieusement, votre stratégie, c'est quoi? Alors, les personnes ne savent pas ce qu'on appelle une stratégie. Donc, mais le rôle ou l'intérêt de travailler avec une stratégie, c'est qu'on part d'une mission. Genre, nous avons une association, quelle est sa mission? Mission veut dire la raison d'être de votre organisation. Ce que nous faisons servira ou sert à quelles entités sociales, donc en termes de réponse. Puis après, vous allez bâtir une sorte de schéma structural de votre fonctionnement avec des objectifs pour satisfaire votre stratégie. Je ne vois pas trop ça. Parce que s'il y avait des stratégies dans les organisations, ce que vous demandiez au gouvernement, vous auriez des réponses parce que ça aurait été inscrit dans une stratégie. Voilà, je voulais avoir... Voilà. Mais j'aimerais bien répondre, très rapidement. Hein. Est-ce que vous savez comment on crée une ONG au Congo? Allez-y. Vous allez nous le dire. Voilà. C'est la loi 1901. Hein? Oui. Et vous savez souvent comment ça se passe. À la 4e vitesse, on cherche les statuts de droite à gauche. On les fait... Voilà. Et on va les déposer au ministère de l'Intérieur. Qui valide. Qui valide rapidement, sans que... Qu'on ait mené une enquête au préalable. Voilà. Peut-être même pas une enquête. Je veux dire qu'une organisation, c'est une entreprise, puisque nous sommes loi 1901, ça a but non lucratif. Mais quand on dit organisation, entreprise, mais il faut connaître les règles, la manière dont ça doit être géré. Mais nos organisations de la société civile, souvent, qui vont... en face des pouvoirs publics. En face des pouvoirs publics. Mais je vous assure, c'est comme quelqu'un à qui vous donnez un permis, mais le code de la route ne connaît pas, il n'y a rien, on ne sait pas conduire, mais on a le permis de conduire. C'est exactement ce qui se passe dans nos sociétés civiles. Dans le cas présent, j'imagine une ONG sur l'environnement ou les forêts peut se spécialiser dans quelque chose de bien précis. Sectoriel. Oui. Par exemple, le monitoring, le suivi de l'exploitation forestière. Alors, il dispose de connaissances, d'instruments pour agir, pour réaliser ses missions, et fait des rapports. Et il est partenaire du gouvernement et vient vers lui pour dire, nous avons constaté ceci sur le terrain, il y a beaucoup de défauts, nous recommandons les mesures suivantes. Vous voyez, il faut avoir donc des capacités déjà. Voilà. Il faut donc avoir des capacités. C'est là où j'arrive, parce que de façon globale, tel que vous dites, c'est très bien. Mais sur le terrain, la plupart du temps, c'est surtout cette capacité d'arriver à ça s'il n'y a pas de formation à la base. Et ce qui manque, c'est cette formation-là, qui n'est pas toujours exigée au moment où on nous donne, on nous accrédite. À la rigueur, il y aurait un agrément pour qu'effectivement vous soyez partenaire avec un ministère. Il faut absolument qu'il y ait là. S'il y a des associations d'utilité publique, c'est un peu plus sévère parce qu'on ne vous donnera pas ce statut d'utilité publique parce qu'il y a des contraintes qui sont là et que la plupart du temps, à la rigueur, je me demande, il y en a combien ici au Congo d'utilité publique et pourtant, il faut qu'on y arrive rapidement. L'UNEAC. Alors, oui, rapidement, Jérôme Koumba, parce qu'il faut que nous passions à la future stratégie et son implémentation. C'est fondamental pour que la société civile soit opérationnelle et capable de suivre, d'évaluer, parce que alors, Jérôme, rapidement. J'en ai pour juste une minute. Vous avez dit une chose qui est importante, vous avez parlé de formation. Voilà. Quand je vous parlais de stratégie, ça veut dire que dans votre stratégie, il doit exister un espace avec un questionnement autour de avons-nous besoin de compétences? Si oui, lesquelles?
Et quand Et est-ce comment? qu'on peut les faire? Bon. Cette façon de fonctionner, je ne la trouve pas dans les organisations. Mais justement, mais je pense que Monsieur le c'est- Rapidement, Monsieur le ministre doit répondre oui, peut-être, c'est oui. ça. Voilà, alors, rapidement. oui. Je voulais revenir un peu sur les propos de madame. Peut-être que le gouvernement ne fait pas assez, mais le gouvernement fait quelque chose. Il y a des crédits inscrits dans le budget pour soutenir La société civile. la société civile. Je prends l'exemple du PCPA. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion avec monsieur l'ambassadeur de France de présider une des réunions de leur conseil. Et à l'occasion, nous avons demandé à ce que cette association PCPA, qui est donc chargée de la formation des OSE, de pouvoir élargir le champ d'intervention, hein, pour que un peu plus d'organisations de la société civile reçoivent la formation, soient prises en charge. Et nous sommes prêts au niveau du gouvernement Vraiment, à aller plus loin il faut y aller. si nous avons du résultat. Parce que, Voilà. parce Alors, qu'il y a ça. mais Ça, monsieur le ministre. c'est la première chose. La Voilà, deuxième deuxième. Deuxième chose, monsieur le ministre. Toujours revenir sur cette question. Elle est la question de la conservation de la nature. Ah. Cette question de responsabilité, elle est publique, c'est vrai, mais elle est aussi individuelle. Parce que le citoyen, là où il se trouve, hein, il a la responsabilité de l'espace dans lequel il se trouve. Il peut être dans un espace, dans un quartier, il peut être dans un village, il peut être dans la forêt, mais les dégâts qu'il fait subir à la forêt, il est responsable. Mais personne ne le saura. Et nous vivrons les conséquences. oui, mais Alors, au niveau... Voilà, madame. Madame, on n'est là, pas... là, vraiment. Nous Exactement. reviendrons Voilà. au Au cours des rendez-vous Des rendez-vous Voilà. ultérieurs sur les J'avais sur vraiment les dit- grandes... En ce qui concerne les pouvoirs publics, je vais terminer. Oui. par Ah là. oui, 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 Je tout crois à que fait, le tout ministre à fait. a bien indiqué Ah, tout à fait. l'exploitation est responsable. Et nous avons eu l'occasion, nous, de survoler les plateaux forestiers, de constater qu'ils sont intacts. Nous avons survolé d'est en ouest, du nord au sud, pour nous rendre compte que les bassins forestiers, le bassin forestier de la République du Congo est intact. Voilà. Il est intact parce que à la ronde s'ensuit une contre-ronde, c'est-à-dire une régénération. Tout à fait. Et vous verrez très très peu d'espace aéré. En fait, préoccupation typique du développement durable. Exactement. Voilà. Et c'est ça justement un pas important, hein, de cette gestion durable, au moins en ce qui concerne des forêts. On n'a pas gagné la bataille partout. Tout à fait. Nous ferons l'effort. Et d'ailleurs, dans le programme de développement, cette approche est parfaitement intégrée dans le document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Tout à fait, monsieur. Merci, monsieur le ministre. D'accord. Vous avez eu votre Voilà. réponse, comme quoi l'État ne reste pas simplement les bras croisés, mais simplement, comme a dit Jérôme Combat, il n'y a pas d'information. Vous ne cherchez pas aussi l'information. Oh, on cherche l'information quand même. Je viens de le dire. Alors, on va revenir. Alors, Lucien, Voilà. nous allons, je crois que il petit à reste très petit peu vers de la temps. fin de Vers la notre fin de notre émission, mais entretien, oui. avant qu'on ne projette un peu la future stratégie du développement durable, nous allons revenir sur un élément stratégique important. Ceux qui nous suivent ce soir, surtout la jeunesse, qui dit, nous avons eu l'occasion de rencontrer des jeunes qui nous disent « Ouais, mais on parle pas depuis longtemps du développement durable, on ne voit pas ». On comprend qu'il y a aussi une approche conceptuelle même de la notion de développement durable au niveau de la jeunesse, mais qui disent « On nous trompe, on nous dit rien, il n'y a pas l'emploi, il n'y a pas ceci ». Mais vous avez dit vous-même que le levier sûr du développement C'est l'emploi. durable, ce sont les métiers et l'emploi. L'emploi. Alors revenez ce soir encore sur ces entrées frais. Voilà. Déjà pour ce forum même, ça a été une de mes interventions et j'ai beaucoup parlé du fait que le développement durable est un véritable levier pour les métiers et l'emploi. Les débouchés sont nombreux. Le développement durable tourne autour des secteurs de la vie nationale. Je les ai cités, en commençant par les forêts. Et j'ai mis un accent lors de mon intervention du premier jour, au forum, sur le fait qu'il est urgent que l'État et le gouvernement mettent en place des structures de formation pour faire acquérir des métiers à la jeunesse.
Si on ne peut pas le faire de manière intégrale dans le pays, on forme une partie dans le pays, on a des partenariats avec les grandes écoles à l'étranger pour former les jeunes au métier de l'environnement et du développement durable. Donc, nous sommes là devant une grande opportunité de création d'emplois avec une chose, lorsqu'on la connaît mal, on peut dire que c'est une affaire du ministère, un point, un trait. Vous avez vu, les deux ministres nous ont annoncé la transversalité qui existe au niveau de cette affaire de développement durable. Vous prenez le ministère de l'énergie. Si la stratégie nationale du développement durable se met en place, le ministère de l'énergie va avoir une démarche sur le pilier social. Comment pouvons-nous pourvoir de l'emploi à partir de notre secteur? Mais si au Congo, il y a 34 ou 36 ministères, vous vous rendez compte le nombre d'emplois qui peuvent être créés au fil